toi qui as obtenu une licence ou un master en Afrique, la meilleure façon, la meilleure stratégie parfois que nous recommandons à ces personnes-là qui veulent émigrer, c'est de voyager avec un visa étudiant. Le visa étudiant vous donne l'avantage d'arriver dans le pays, d'entrer dans le système, de prendre le temps de comprendre comment fonctionne le système et avec le diplôme national que vous allez obtenir dans ce pays-là, pouvoir facilement être compétitif sur le marché. Toi qui veux venir en Allemagne, en France, au Luxembourg, en Belgique et j'en passe pour faire ton master, c'est certainement une très bonne décision. Cette vidéo, elle te concerne parce que dans cette vidéo, je vais te dire comment faire pour obtenir, du moins pour facilement obtenir un visa afin de venir faire ton master dans un pays, du moins avant d'aller faire ton master à l'étranger, peu importe le pays. Et donc, je vais également aussi te donner pas mal de conseils sur comment gérer des petits détails qui peuvent plus ou moins mettre en danger ta procédure de visa, à partant même déjà du point de départ de ta procédure qui concerne justement le choix des programmes que tu vas choisir, du moins les programmes pour lesquels tu vas envoyer tes candidatures. Si tu me découvres par le biais de cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner, n'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à la partager autour de toi et n'hésite pas en commentaire de nous dire, toi, dans quel pays est-ce que tu aimerais faire ton master en 2024 ou en 2025. Here we go! Que tu décides d'aller faire ton master à l'étranger, la première des choses, c'est que tu dois être clair sur le pays que tu veux choisir. Où est-ce que tu veux étudier? À partir du moment où tu as identifié le pays où tu veux étudier, la deuxième des choses, c'est comment faire pour étudier dans ce pays. Si tu veux gérer toi-même ta propre procédure, alors tu dois en prendre en compte tout un tas de paramètres. N'oublie, et en commençant par le timing de la procédure. Qu'est-ce que j'entends par le timing de la procédure? C'est tout simplement la structure, c'est-à-dire comment est-ce que la procédure fonctionne dans ce pays-là. Dans un pays, par exemple, comme l'Allemagne, il y a généralement deux rentrées. Les rentrées d'été, le semestre d'été et le semestre d'hiver. La plupart des programmes commencent en hiver et très peu de programmes commencent en été. Donc, si tu vises un programme dans une université en Allemagne, il faudra prendre cela en considération. Tout en sachant également aussi que les candidatures pour le semestre d'été ouvrent généralement au mois de novembre et se terminent en janvier, ou bien parfois au mois de décembre et se terminent en janvier. Quelques universités ouvrent déjà les portails des candidatures en septembre ou même en octobre. Pour les rentrées d'été, donc du moins pour la rentrée de mars ou d'avril de l'année, du moins c'est ça qu'on appelle la rentrée d'été. Alors que pour la rentrée d'hiver, les candidatures, les portails des candidatures ouvrent généralement autour du mois de mars, avril ou le mois de mai et se ferment généralement soit au mois de juin, soit au mois de juillet. Donc tu dois prendre cela en considération et par la suite maintenant, il faudra que tu sois capable d'identifier exactement les programmes pour lesquels tu veux postuler. Bon, là-dessus, je vais revenir plus tard, mais pour un début, d'abord, le timing. Maintenant, si par exemple, c'est la France qui t'intéresse, il faudrait que tu maîtrises la procédure du moins telle que définie par Campus France. Bon, c'est vrai qu'il est possible d'étudier en France sans passer par Campus France, mais nous, on recommande toujours de passer par Campus France pour éviter d'avoir les problèmes devant au niveau du consulat. Donc, en passant par Campus France, tu dois respecter leur protocole. La première étape, elle doit se terminer jusqu'à quand? La deuxième étape, elle se termine jusqu'à quand? Ainsi de suite, ainsi de suite. Tu suis ce protocole-là, tout va bien se passer pour toi. Il en est de même pour la Belgique, il en est de même pour l'Angleterre, pour le Luxembourg, l'Italie, l'Espagne, j'en passe. Tu dois choisir ton pays, bien t'informer sur le timing de la procédure, faire les choses à temps et te rassurer. Moi, je recommande toujours aux gens d'essayer d'être à temps dans le pire des cas, 30 jours avant le délai. Si le délai des candidatures, c'est le 15 janvier, fais l'effort d'être en règle, d'avoir terminé avec la première étape de ta procédure le 15 décembre. Ça va t'éviter de courir à la dernière minute et ça peut également aussi faire en sorte qu'on te réponde le plus tôt possible. Le plus tôt on te répondra, si la réponse elle est positive, alors le plus tôt également tu pourras passer à la prochaine étape de la procédure. Si jamais ta réponse elle n'est pas positive, ça pourrait également aussi peut-être te donner, si jamais il y a peut-être encore 2 ou 3 ou 4 ou 5 jours, peut-être tu pourrais encore guetter à gauche à droite s'il y a encore la possibilité d'envoyer une dernière candidature. Moi, je l'ai déjà annoncé quand j'ai parlé du premier
bien choisir tes programmes. Si tu fais un mauvais choix, on va te refuser le visa, tout simplement parce que il y aura une incohérence entre ton profil et l'admission que tu mettras dans ton dossier des visas. Tu dois très bien choisir ton programme d'études. Et tu dois faire attention sur ce point-là. Pourquoi? Parce que pour bien choisir le programme d'études, il faut être très minutieux. C'est un travail qui demande énormément de concentration. Et c'est pratiquement, c'est l'une des étapes sur lesquelles nous sommes les plus méticuleux possibles. Pourquoi? Parce que d'une personne à une autre, d'un profil à un autre, l'exercice ne sera pas toujours le même. On ne va pas toujours travailler de la même façon. Il faudra forcément travailler différemment parce que justement les profils ne seront pas les mêmes, les gens n'auront pas les mêmes parcours, même si peut-être aujourd'hui on a la même licence ou le même master. Ça ne va pas forcément dire que par le passé on est passé par le même chemin. Si on est passé par le même chemin, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, alors ça peut également aussi, ça peut être différent. Donc, ici, il faut faire une étude assez minutieuse du profil et déterminer justement les domaines qui pourraient être les plus avantageux. Moi, je dis toujours, dans le cadre de votre procédure de voyage, vous ne devez pas choisir la filière qui vous plaît, mais la filière qui joue le plus à votre avantage. Je m'explique. Tu as eu un baccalauréat avec 13 de moyenne, un baccalauréat C, avec 13 de moyenne. Dans tes 13 de moyenne, tu avais par exemple 9 en mathématiques, 17 en chimie. Tu n'aimes pas la chimie, mais mon frère, ma soeur, c'est ce domaine-là qui va te donner le visa. Si tu vas demander ton visa avec une admission en mathématiques, on peut te refuser le visa en disant que tes connaissances en mathématiques sont insuffisantes. Et même si tu vas au recours, il est fort probable que tu ne gagnes pas. Tout simplement parce qu'on va te dire que tu as eu 9 sur 20 en mathématiques et on estime que ce n'est pas bon. Alors que si tu avais une admission en chimie où tu as eu 17 sur 20, même si tu estimes que la chimie, c'est pas bien pour toi ou que c'est trop facile, c'est exactement là-bas où il faut aller. Donc, il faut être intelligent. C'est la même chose également aussi pour les gens qui veulent venir faire les masters et tout. Vous devez bien réfléchir là-dessus. Si par exemple tu as eu ta licence avec 11 de moyenne, moi ce que je recommande généralement pour les personnes qui n'ont pas une très bonne licence, c'est d'aller faire au moins le master 1. Au master 1, tu essaies de mettre les gaz de telle sorte que tu puisses obtenir même un 13 ou un 14 de moyenne. Et avec tes 14 de moyenne, tu peux maintenant choisir une filière qui est, si ce n'est la photocopie de la filière où tu as eu 14 de moyenne, mais une filière qui se rapproche de cela à plus de 70%. De telle sorte que lorsque tu vas arriver aussi bien à l'ambassade ou bien même auprès des universités, tu leur diras, bon voilà, il y a déjà un passif, voici ce que j'ai fait en Master 1, voici la moyenne que j'ai pu obtenir. Et donc du coup, si je recommence avec la même filière chez vous en Master 1, c'est clair qu'avec les connaissances que j'ai déjà acquises ici, je pourrais très facilement me projeter. Donc, il faut faire très attention sur ce type de points. Et si tu ne sais pas encore exactement quelles sont les filières qui peuvent correspondre à ton profil, tu peux nous contacter. Nous proposons depuis peu déjà un service de consultation et puis tu peux faire une réservation pour 30 minutes, pour 1 heure de temps ou peut-être plus si tu as besoin d'un service à la carte. Alors on peut s'asseoir avec toi, nous dialoguons et nous te disons exactement en fonction des informations que tu vas nous présenter, en fonction des documents que nous allons te demander, nous te dirons exactement quelles sont les filières les plus optimales avec ton profil et les filières qui peuvent plus ou moins te permettre de facilement obtenir ton visa. Dernier conseil que je m'en vais te donner ici concerne la preuve du financement. On ne le dira jamais assez, le visa étudiant, c'est l'argent. Tu dois prouver à la personne qui va traiter ton dossier que tu as de quoi vivre, que tu as de quoi financer tes études. Et le financement de tes études doit être prouvé sur du papier. C'est pas le bavardage qui va prouver que tu as de l'argent. L'argent ne parle pas. Les chiffres ne mentent pas. Si tu demandes un visa étudiant pour la France, dans le meilleur des cas, il faut avoir ton AVI. Dans le pire des cas, il faut avoir une prise en charge. Et dans le cadre d'une prise en charge, il faut justement aussi qu'un certain nombre de faits soient avérés. Si tu demandes ta demande de visa pour l'Allemagne, la prise en charge et la caution passe. Pour la Belgique, on demande de plus en plus la prise en charge, mais il y a certaines universités qui
commence de plus en plus, je crois, à partir de l'université de Liège, par exemple, commence de plus en plus à mettre l'accent sur l'argent, surtout pour les personnes venant du Cameroun. Ne me demandez pas pourquoi. Maintenant, si tu veux aller, par exemple, au Luxembourg, là-bas également aussi, bon, c'est possible de faire ta demande de visa avec une prise en charge ou bien même une caution si tu as de l'argent, bien sûr. Maintenant, bref, même pays à un autre, il faut juste savoir exactement quelles sont les exigences en termes de preuves de financement et essayer du mieux que possible de les savoir et de les respecter, de pouvoir les prouver sur du papier sans toutefois avoir à trop bavarder ou je ne sais trop quoi. Mais maintenant, lorsque on lève quand même le regard au-delà de ça, moi je te dis, toi qui regardes cette vidéo, si tu hésites encore et que tu ne sais pas encore exactement si ça vaut véritablement la peine de t'engager sur la voie d'un projet de voyage pour ton master, alors moi je te dis, si tu as la possibilité, si tu as quelqu'un qui peut financer ta procédure, si tu as des parents capables de financer ta procédure, si tu as toi-même des possibilités de financer ta procédure, n'hésite surtout pas. N'hésite surtout pas parce que c'est une histoire de vie. Parce que une bonne partie des choses, si tu vas remarquer, même une bonne partie des coachs que tu vas voir sur les réseaux sociaux, beaucoup vont te dire, du moins beaucoup de ceux qui ont voyagé, même si aujourd'hui ils parlent de rentrer en Afrique, au moins ils ont d'abord quand même déjà voyagé, ils ont fait un certain nombre de choses, ils ont mis un certain nombre de garanties par rapport à leur vie, par rapport à leur situation financière et familiale. Et sur cette base-là, ils peuvent maintenant commencer à parler avec une certaine autorité sur un certain nombre de choses. Donc, si tu veux travailler sur ta vie, si tu as ton projet sur 10, 15, et voilà, sur 5, 10, 15 ans, alors, et que dans ce projet-là, un master en l'étranger est inclus à l'intérieur, je ne peux que t'encourager à le faire. Mais bon, comme je disais au début de la vidéo, en commentaire, n'hésite pas à nous dire quel est le pays qui t'intéresse et peut-être on pourra te donner 2-3 petits conseils qui pourront peut-être encore t'appuyer. Si tu as d'autres conseils qui pourraient être intéressants pour les autres, n'hésite surtout pas également aussi à les laisser en commentaire. N'hésite pas à liker la vidéo, n'hésite pas à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Ça ne te coûte absolument rien du tout. Et n'hésite pas à partager la vidéo autour de toi avec les personnes qui sont intéressées par le type de contenu que nous proposons. Si tu as besoin d'accompagnement visa, n'hésite pas à nous contacter. Nos contacts sont dans la description de la vidéo. Nous sommes ouverts à Yaoundé et à Douala de lundi à vendredi de 8h à 16h30. D'ici à la prochaine vidéo, bien des choses à toi. Ciao, ciao.